Bonjour. Bonjour messieurs. Est-ce que vous pouvez vous présenter très rapidement, simplement, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas? Alors je m'appelle Alain Soral, je suis, on va dire, essayiste, puisque j'ai surtout écrit des livres. Les gens me connaissent aussi par ma présence dans les médias, ma présence un peu sulfureuse et scandaleuse dans les médias. Médias alternatifs aujourd'hui depuis que je suis banni des médias officiels, mais j'ai écrit depuis 1984 12 ou 13 bouquins, donc je suis un essayiste on va dire, et ce qu'on appelait dans le temps un publiciste, non pas un publicitaire, mais quelqu'un qui intervient depuis très longtemps dans le débat public. Voilà. Par ailleurs, j'ai 56 ans, même si je ne les fais pas, je suis catholique de confession, j'ai été marié 18 ans à l'église, je porte encore mon alliance d'ailleurs, je suis divorcé depuis un certain temps, mais j'en parle peu. Et mon parcours politique, oui, qui peut paraître étrange à certains, mais je suis passé en fait d'une jeunesse, on va dire, gauchiste, puisque c'était le bain de la fin des années 70, ensuite un militantisme au Parti communiste, donc sur une ligne Parti communiste français, toujours avec une dimension patriotique et populaire, et un bref passage au Front National, par fidélité justement à la France et à son peuple. Voilà. Et j'ai monté une association qui s'appelle Égalité et Réconciliation, dont l'intitulé est Gauche du travail, droite des valeurs, ou l'inverse, droite des valeurs, gauche du travail. On pourra expliquer un peu plus ce que ça veut dire. Et je me réclame de la culture helléno-chrétienne, voilà, par opposition à une escroquerie actuelle qu'on appelle judéo-christianisme, par exemple. Alors, helléno-chrétien, parce que les gens ne comprennent pas toujours, c'est-à-dire le logos grec, hein, la raison, aussi sans doute l'idée de la démocratie, mais au sens athénien du terme, et chrétien, c'est-à-dire le Christ, hein, c'est-à-dire l'idée de charité, de compassion, qui, à mon avis, est quelque chose qui n'existe, qui n'est pas présent dans la pensée gréco-romaine et qui permet le réel universel, puisque sans compassion, on reste finalement dans quelque chose de l'ordre du tribal, ou même du communautaire, y compris d'ailleurs chez les Grecs, hein, chez les Athéniens. Et en tant que, on va dire, qu'helléno-chrétien, je suis aussi profondément français, parce que je pense que cette synthèse helléno-chrétienne est par essence la pensée, on va dire, humaniste chrétienne, hein, qui est effectivement à la fois la pensée du Christ et la pensée grecque. Je pense que la France est peut-être le pays qui, par son histoire, et ses grands penseurs, ses grandes figures, hein, de Montaigne, la Boétie, ça passe par Rousseau, et a le mieux synthétisé cette pensée qui est aussi, à mon avis, le fleuron du génie européen, et qui s'oppose sans doute à d'autres visions du monde, si on simplifie, la vision allemande et la vision anglaise. Hein, c'est-à-dire, voilà. Je suis allé un peu vite, mais bon, ça permet de faire chauffer les cerveaux. Voilà. Bon, alors on est là aujourd'hui spécialement parce que vous avez annoncé le mois dernier, je crois, ou au début oui, il y a très peu de temps, oui. Très peu de temps, avec Dieudonné, que vous créiez un nouveau parti qui s'appelle Réconciliation nationale. Oui, oui. Alors les commentateurs politiques, comme on dit, se sont empressés de rappeler que votre dernier parcours politique s'était soldé par un échec, moins de 1% des voix, dixit Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui pour justifier un retour en politique? Déjà, moi et Dieudonné, on pratique la politique de façon un peu gramscienne déjà depuis plus de 10 ans. C'est-à-dire, moi je fais de la critique, de la formation, de la réinformation, de l'édition, et aujourd'hui on arrive un peu à la limite de ce qu'on pouvait faire en dehors du politique. Par ailleurs, moi je ne me suis jamais caché que j'essayais de peser sur la ligne du Front National de l'extérieur, puisque effectivement je suis très en phase avec le Front National sur sa critique économico-sociale, mais ce qui me gênait chez le Front National, c'était un manque de doctrine sur la question de ce qu'on appelle le choc de civilisation, ou même sur la question de ce que j'appelle moi le front de la foi. Parce que ça, c'est une question très importante. Je pense que si on a une lecture plus subtile et plus élevée de la situation actuelle, le véritable ennemi de la foi, et je veux dire de la foi catholique, n'est pas, comme on pourrait le croire de façon immédiate, le musulman, mais plutôt le laïcisme. C'est-à-dire, en fait, la franc-maçonnerie, hein, qui a détruit le catholicisme, d'abord de l'extérieur, puis de l'intérieur depuis Vatican II, et qui aujourd'hui, en fait, essaie de détruire une religion monothéiste qui n'avait pas encore subi les foudres de la laïcité. Et finalement, à l'occasion de cette attaque, je pense que
la réaction la plus intelligente des catholiques serait plutôt de se solidariser sur on va dire un tronc commun ou un front commun à minima avec les musulmans pour, comment dirais-je, remettre en avant l'importance du sacré, de la verticalité, de la transcendance dans l'organisation sociale, plutôt que de se faire les alliés de la laïcité contre finalement l'islam. Voilà. Oui. Et j'appelle cette doctrine ou ce concept le front de la foi. Hein. Donc voilà, dans la droite des valeurs, oui. Il y a aussi le front de la foi. Je pense que c'est plus stratégique et peut-être même plus chrétien une fraternité avec les musulmans aujourd'hui dans un combat d'affirmation de la foi que de s'allier avec les laïcards pour attaquer les musulmans, souvent de façon assez malhonnête et assez facile, puisque les musulmans sont souvent les gens les plus bas dans l'échelle sociale en France, donc souvent les moins bien protégés, car je ne confonds pas du tout ce que j'appelle les musulmans du quotidien et les voyous, et la voyoucratie immigrée. Voilà. Et là-dessus, le Front National, on l'a vérifié aujourd'hui avec une sortie de Maître Collard à l'Assemblée, est totalement sur la ligne inverse, c'est-à-dire que certaines personnes au Front National pensent qu'ils accéderont au pouvoir, non pas par une critique radicale du système, mais en s'alliant finalement en douce au système, et en pratiquant la stratégie du bouc émissaire, c'est-à-dire comme ils seront impuissants sur le plan des réformes politiques profondes, c'est-à-dire défier la banque, défier cette vision mondialiste du monde qui est d'essence, on va dire, franc-maçonne, protestante et judaïque, je le dis, qui donneront le change, à mon avis, en persécutant de façon superficielle les musulmans de France par des interdictions de mosquées, des choses comme ça. Je sens ce mauvais vent venir, et je ne veux pas cautionner ça. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai décidé avec Dieudonné de créer Réconciliation Nationale, pour dire que voilà, nous, sur la ligne économico-sociale, on est sur la même ligne que Marine Le Pen, mais on ne veut pas valider le conflit de civilisation qui amène à la guerre civile en France et au communautarisme exacerbé, et que finalement, en tant que chrétien, on cherche une solution par la paix et l'amour et la compréhension, puisque Dieudonné, comme ça ne vous a pas échappé, est catholique, hein, c'est un chrétien, il le réaffirme souvent, il n'est pas du tout musulman, ni moi d'ailleurs, hein. Un respect, une fraternité de combat, à un moment donné, n'est pas une fusion. Hein. Quand François Ier s'allie à Suleiman le Magnifique, c'est parce qu'il mène un combat pour la France, et qui est d'ailleurs une stratégie très intelligente. Et je rappelle d'ailleurs, parce que j'aime bien digresser, que l'ennemi historique de la France n'a jamais été l'islam, de toute son histoire. Oui. Ça a souvent été, et toujours été la perfide Albion, c'est-à-dire une version puritaine du protestantisme et l'empire anglais, ce qui va ensemble, hein, le monde anglo-saxon est notre exterminateur en réalité. Et aujourd'hui, c'est l'impérialisme américain, et parfois, de temps en temps, effectivement, une certaine Allemagne. Voilà. Voilà, donc je rappelle les fondamentaux. Voilà. Donc, et le problème récent qu'on a rencontré avec le monde musulman en France, ce qu'on peut appeler la question identitaire, est une conséquence totale de l'immigration incontrôlée. Hein. Il ne faut pas mélanger les effets et les causes. On n'a pas de problème avec l'islam en tant que corpus de valeurs en réalité, on a un problème avec une immigration incontrôlée d'extra-européens, dans un contexte où les gens qui dirigent la France ont tout fait pour empêcher l'assimilation, parce que de toute façon ils sont en train de détruire la France, donc il faudrait bien qu'on puisse assimiler les gens à un corpus de valeurs et de fierté qui a été détruite. Donc moi je ne confonds pas les effets et les causes. Je dis que si on veut lutter contre les effets, il faut remonter aux causes. Et les causes, je pense qu'on est assez nombreux ici à les analyser et à les comprendre. D'accord. Votre parcours, enfin le parcours en général, n'est pas sans rappeler celui de Beppe Grillo en Italie, à qui on reproche d'ailleurs les mêmes choses que vous, l'antisémitisme, le populisme, le nationalisme. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Ce que je peux dire, c'est que dès qu'on mène un combat efficace contre le système, ou qui tend à devenir efficace, comme à un moment donné Coluche avait commencé à comprendre la manipulation d'une certaine gauche avec les Restos du Cœur, avait commencé à se rapprocher de Gérard Nicou et s'était fâché avec les trotskistes qui le manipulaient, dont Romain Goupil, je dirais, tout de suite il a eu de graves ennuis. Et d'ailleurs, il en est peut-être mort. Il en est peut-être mort. Et dès qu'on mène un combat efficace, effectivement, le mot populiste et antisémite arrive très vite. Hein, donc c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Pourquoi moi qui dis que je veux mener un combat pour la réconciliation nationale de toutes les communautés ou de tous les membres du peuple français sur l'idée de tous français, tous citoyens, avec cette idée citoyenne française qui est très fraternelle puisqu'elle n'est pas raciale,
ni communautaire, contrairement à la vision allemande ou anglaise. C'est vraiment la vision justement la plus chrétienne qui existe, hein, la vision de la citoyenneté française, qui d'ailleurs prolonge la vision de l'Ancien Régime du sujet de Sa Majesté, qui n'était absolument pas racial non plus, puisque le roi de France devait avant tout obéir aux valeurs du Christ, hein, et il n'y a pas de racisme dans la famille chrétienne. Je crois que le pape l'a très maladroitement rappelé récemment en commettant une grosse faute politique à ce sujet. Donc effectivement, il est étrange que dès qu'on essaye d'œuvrer pour le bien en voyant effectivement les pièges qui nous sont tendus ou comment dirais-je, les tensions, les contradictions dans lesquelles on est enfermé, on se fait traiter de populiste, ce qui n'est pas une injure normalement, ça veut dire qu'on se soucie du peuple, et d'antisémite. Effectivement, c'est comme ça qu'il faut poser la question. Pourquoi est-il antisémite de vouloir échapper à la guerre civile? Pourquoi est-il antisémite de vouloir éviter le diviser pour régner? C'est la question qu'il faut poser. Mais je rappelle que c'est pas pour rien que nous rééditons chez Contre-Culture les évangiles version crampon. Aujourd'hui, le Christ serait traité d'antisémite et se retrouverait au tribunal, envoyé au tribunal par la LICRA pour ce que les évangiles, les 4 évangiles nous racontent ou nous rappellent de son action et de ses messages. Ils sont très précis, très explicites et incontournables. Voilà. Donc ça ne me gêne pas de me retrouver assis au tribunal face à la LICRA et au CRIF, à côté du Christ. Qui dit parti dit programme. Allez-vous présenter un programme avec des propositions concrètes? Et quelles seront les mesures phares que vous pensez prendre? Alors notre démarche est plus modeste que ça. En fait, c'est que nous, moi et Dieudonné, attirons beaucoup de jeunes et de gens qui même s'ils sont moins jeunes d'ailleurs, qui ne croient plus du tout en la politique politicienne telle qu'elle est, et ont même cessé de croire aujourd'hui, on va dire au Front National, on va dire comme parti qui serait en dehors du système. Beaucoup de gens pensent, et je le pense malheureusement un peu aussi, et M. Maître Collard l'a confirmé aujourd'hui, que le Front National se rapproche du pouvoir, mais en même temps est en voie d'intégration au système. C'est-à-dire que plus il se rapproche du pouvoir, plus finalement il abdique les moyens de changer quelque chose à la donne. Et donc, avec Dieudonné, on répond déjà à une demande, en réalité, c'est-à-dire qu'on ne crée pas un parti pour le plaisir, on y va presque à contre-cœur, parce que comme vous avez pu remarquer récemment, c'est tout de suite de gros ennuis. Hein. Le lendemain même du jour où j'avais annoncé la création du parti, je me prenais une déferlante de boue sur le visage, et puis très au-dessous de la ceinture. Hein. On n'était pas dans le débat d'idées. Hein. Donc on répond à une demande de gens souvent jeunes, ou qui ne se reconnaissent plus dans le système et qui veulent s'engager en politique. Et nous, ce qu'on veut, nous et Dieudonné, c'est aider des gens à monter des listes au niveau local, notamment les prochaines départementales, pour être représentés par eux-mêmes et non plus faire confiance ou passer des alliances avec le Parti Socialiste, comme beaucoup de gens d'origine immigrée qui ont très longtemps laissé gérer leur image et leur avenir et leurs conditions par le Parti Socialiste et qui ont toujours été trahis. Ils le savent aujourd'hui clairement. Et moi, je ne peux plus, compte tenu de l'évolution du Front National actuel, appeler à voter Front National sans penser que je pourrais envoyer des gens au casse-pipe pour les trahir. Donc en fait, c'est plutôt comme ça qu'il va y avoir la création du parti. On ne va pas faire un programme. Le programme, on va dire en gros, c'est le programme économique du Front National, voire même de Asselineau. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, sur la question sociétale, c'est le refus du choc de civilisation et c'est le refus de désigner les musulmans, quels que soient les reproches qu'on peut faire aux musulmans en France, hein, on peut en faire beaucoup, c'est de les désigner comme responsables de la crise. Ils sont tous sauf le responsable de la crise. La crise nous vient du système bancaire, du processus bancaire international et mondial, c'est-à-dire de Wall Street. La crise nous vient effectivement de la laïcisation progressive et de l'idéologie des Lumières qui va jusqu'au bout, et c'est-à-dire une espèce d'atomisation mécaniste de l'homme et de la négation de plus en plus absolue et totale de ce qu'on appelle la loi naturelle, hein, à laquelle je suis revenu progressivement en partant du marxisme, hein, par la notion d'échelle humaine, vous voyez, par la notion de mise sous la critique historique de ce qu'était l'idée d'historicité absolue, qui était très en vogue pour des raisons justifiées au XIXe siècle. Vous voyez, l'épopée socialiste nous a permis, et la catastrophe, enfin relative, hein, enfin en tout cas l'échec en tout cas, qui est survenu objectivement, a fait réfléchir les gens intelligents, les gens sérieux, qui venaient du marxisme comme moi, sur le concept finalement peut-être faux d'historicité absolue. Hein. L'homme n'est pas un pur produit de l'histoire, il y a quand même quelque chose de l'ordre
j'appellerais pas ça la nature humaine, mais en tout cas de l'échelle humaine et de ce que vous appelez, vous, je crois, la loi naturelle. Et c'est fondamental de le réaliser maintenant par rapport aux avancées du mariage pour tous, à la théorie du genre. Vous savez que je me suis pas mal battu, avec d'autres d'ailleurs, même si ça se passe pas toujours très bien, mais ça c'est un autre sujet. Il y a les querelles d'ego et puis il y a les idées. Hein. Voilà. Moi je mets toujours les idées au-dessus des personnes et des égos. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'existe depuis un moment et que je tiens la route. Vous voyez, c'est que je sais sacrifier parfois l'ego à la cause. Et je pense que malheureusement, c'est fondamental, mais il y a des gens qui ont du mal. Et je pense que c'est aussi une conséquence du monde dans lequel on est aujourd'hui. Ce monde individualiste ultra-narcissique, effectivement, ce piège du monde des médias, du monde télévisuel, vous voyez, où les gens veulent très vite exister, d'abord en portant une cause, puis très vite leur ego prend le pas sur la cause. Et je lutte moi-même contre cette tentation. Est-ce qu'il existe vraiment une possibilité dans l'état actuel de la France, est-ce qu'il existe une possibilité de faire quelque chose en politique? On va essayer avec Dieudonné pour le vérifier, parce que moi je suis, comment dirais-je, quelqu'un de théorique et pratique, vous voyez, et je fais toujours découler la théorie de la pratique. J'ai été communiste en fait, quelque part par mentalité chrétienne laïcisée, vous voyez. Je pense qu'il y a un lien profond entre la mentalité chrétienne et le communisme, bien compris. C'est le nous avant le je, c'est l'idée du partage, l'idée du... Voilà, c'est tout sauf une idéologie de mépris de l'autre et d'écrasement de l'autre. C'est le contraire de l'idéologie libérale d'essence anglo-saxonne, qui est violente, individualiste, méprisante pour les petits, etc. Donc... moi j'ai eu cette sensibilité et je suis allé au Parti communiste, donc j'ai vu de l'intérieur ce que c'était, puis évidemment on voit les limites effectivement d'une organisation, on peut en faire une critique sérieuse plutôt que des gens qui restent toujours en dehors des appareils, peut-être même comme on peut rester en dehors de l'église pour pas en voir les faiblesses par exemple. Et puis après je suis allé au Front National pour les mêmes raisons, pour voir comment c'était de l'intérieur, le fonctionnement, etc. Et là je me pose la question, est-ce qu'un espace politique est possible? Est-ce qu'une aventure politique est possible? À un moment donné, la réponse, c'est le passage à l'acte, l'action. Je suis désolé, mais les exemples sont là. Je crois que Jésus-Christ, à un moment donné, il est passé à l'acte. Voilà, et c'est à un moment donné, il faut agir. Et puis agir, c'est prendre des risques. Ça peut aller jusqu'à la mort. Je veux dire, tous les exemples sont là. Et puis c'est les risques de la trahison. Je veux dire, on a l'exemple, c'est pour ça, les gens qui me disent... la preuve que ce que vous faites n'est pas possible parce que vous êtes trahi, parce qu'il y a des embûches, je dis excusez-moi, mais alors à ce moment-là, pourquoi êtes-vous chrétien? Voilà, toute proportion gardée, parce que j'ai toujours un peu d'humour, depuis l'âge de 12-13 ans où j'ai une conscience, puisque je suis un ancien élève de Stan, il faut le savoir, j'ai chanté devant le cardinal Marty, j'étais deuxième soliste soprane de la chorale de Stan dans les années 70, donc je chantais la messe intégralement. Mon idée quand j'étais très jeune, en 5e, 4e, je voulais devenir père blanc. Donc j'ai été hanté par ces idées. Et dans ma vie, malgré moi, je dirais même malgré moi, je suis fait de ça. Il y a l'idée de l'imitation du Christ. Je veux dire, c'est-à-dire que à un moment donné, ce qu'on peut faire de mieux, c'est se rapprocher de son exemple. Donc à la limite, quand on me dit c'est semé d'embûches, il y a beaucoup de coups à prendre, des trahisons et la mort peut-être au bout, je dis, comme les musulmans pensent que mourir en martyr c'est la certitude d'aller au ciel, j'ai aussi cette chose en moi qui me dépasse, je dirais, même si j'en parle presque avec ironie, mais c'est vrai que c'est de ce point de vue-là que je pense être chrétien, vous voyez, c'est que le combat minoritaire, l'adversité, peut-être même la certitude de perdre dans le réel, mais de gagner sur un autre plan, sur le plan de l'honneur, sur le plan de la vérité, etc., c'est quelque chose qui m'habite. C'est une certitude. C'est pour ça que je fais ce que je fais depuis tant d'années, malgré tout, parce que c'est parfois, je vous assure, très violent et très dur, bien sûr. C'est pas évident. Oui. Alors, il y a plusieurs forces, enfin diverses forces occultes qui pourrissent la politique française. Selon vous, est-ce qu'il faut interdire la franc-maçonnerie ou obliger les francs-maçons à se déclarer? En politique, j'entends. Moi, je ne pense pas qu'on puisse interdire la franc-maçonnerie, puisqu'il y aurait quelque chose de dictatorial. Par contre, que les gens qui sont francs-maçons et qui se présentent en politique soient obligés de le dire, et qu'il y ait une pédagogie. Moi, ce que j'ai remarqué, parce que j'ai fait des études de sociologie, c'est qu'on n'a pas le droit de faire de la sociologie sur la franc-maçonnerie. C'est considéré comme du délire d'extrême droite.
Or, la franc-maçonnerie, ça existe, et c'est quelque chose de ce que j'appelle les réseaux. Vous voyez, moi, dans les livres, j'appelle ça la politique des réseaux, parce qu'on étudie beaucoup dans l'histoire officielle les épopées individuelles, hein, c'est-à-dire Clémenceau, De Gaulle, et puis les forces sociales, ça vient du marxiste, genre les rapports de classe. Mais finalement, on étudie très peu ce qui fascinait Balzac, ou même Walter Scott, qui fait la grande littérature réaliste. Ce sont les réseaux. Et les réseaux des réseaux, dans notre monde, le monde de ces 2 derniers siècles, on va dire, c'est la lente montée au pinacle des réseaux maçonniques. Oui. Effectivement, la destruction de l'Ancien Régime, la destruction de toutes les monarchies, la destruction même de comment dirais-je, de l'Empire mahométan. Hein, tout ça, c'est lié à la puissance des réseaux maçonniques. Or, les maçons tiennent à peu près tout en France, la haute université, la haute police, la haute armée, la politique, notamment à gauche avec le Grand Orient, et on a, oui bien sûr, la haute justice, et on a, il faudrait tout dire, il faudrait tout énoncer, et en parler est considéré comme du délire d'extrême droite. Or, je pense que on devrait obliger les maçons à dire qu'ils sont maçons, et puis pouvoir dire objectivement quelle est leur vision du monde, je sais pas comment on dit, la Weltanschauung, je parle mal l'allemand, parce que c'est ça qui est fondamental. Qu'est-ce que c'est que l'idéologie des Lumières, qui admire-t-il finalement en dernière instance et pourquoi? Qui est le maître, le porteur de lumière et le maître de la terre? Je veux dire, voilà, il y a quelque chose de luciférien là-dedans. L'idée que de l'homme mesure de lui-même, l'idée de la toute-puissance de l'homme, le refus effectivement de la loi naturelle, la haine profonde et le combat à mort contre le Christ et contre le catholicisme, surtout le catholicisme. Il faut bien comprendre que la franc-maçonnerie est une émanation du protestantisme. C'est pas moi qui le dis, d'ailleurs, Payon le dit, et comment il s'appelle, Mélenchon le dit. Payon a tout dit hein, là-dessus. Oui, oui, oui. Il a avoué qu'il fallait mettre à mort l'Église catholique et que la franc-maçonnerie était la religion en fait de la République. Ce que j'ai écrit dans Comprendre l'Empire, hein, pour ceux qui n'ont pas lu Comprendre l'Empire, je l'ai écrit sans même savoir que Payon le revendiquait en tant que juif alsacien maçon de combat. Il faut savoir qui est Payon, dont nous avons eu, je le dis, moi et d'autres, la peau. Grâce à notre combat contre la théorie du genre. C'est-à-dire que le système a compris qu'ils y étaient allés trop fort et trop frontalement. Ils ont un peu mis ça sous le boisseau, mais ils ne renoncent pas à leur combat. Hein. C'est un combat à mort contre les valeurs du monde chrétien qu'ils sont en train de mener. Et il faut comprendre pourquoi. Parce que pour qu'il puisse y avoir sur Terre une dictature bancaire et de ce que veut dire le monde de la domination bancaire, c'est-à-dire une dictature de l'empire mondialiste, il faut détruire en chacun des individus qui composent le monde, les valeurs qui pourraient les pousser à résister à ce monde totalement inégal, et je le dis satanique, sans délire. Hein, voilà. Donc il y a vraiment, pour que les gens acceptent et se soumettent à cette dictature mondialiste, on va dire satanique, même si j'aime pas trop employer ce mot-là, mais on va le dire comme ça, il faudra détruire en l'homme tous les liens au sacré, à la loi naturelle, à la transcendance. Donc c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, plus le processus de la dette et de la soumission, de la destruction des États par la dette avance, situation grecque, plus il faut aussi parallèlement qu'avance la théorie du genre, le mariage pour tous, mettre en avant à l'Eurovision la chanteuse hybride barbue qui fait des publicités aujourd'hui. Il faut toute cette articulation et cette analyse qui est de la sociologie, je dirais, je l'ai faite et je la fais de façon cohérente depuis que j'ai publié Vers la féminisation, c'est-à-dire c'est des choses que je théorisais déjà bien avant Éric Zemmour, hein, dès 1996. C'est-à-dire que je produisais déjà des écrits cohérents là-dessus en 1996, ce qui veut dire que j'y pensais depuis bien avant. Et j'ai rien inventé, hein, je pense que c'est déjà... C'est des penseurs de façon négativement bien avant, puisque Édouard Bernays disait déjà que pour amener à la soumission des puissances de l'argent, il fallait manipuler la stupidité des femmes, etc. Donc il le présentait, je dirais, négativement, mais il validait. Et puis même la théorie de la ménagère de moins de 50 ans, qui est le cœur de cible de TF1 et des publicitaires, veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est un mépris total, et on voit bien ce qu'il y a derrière, c'est la consommation bête, la vision du monde réduite à une cuisine, enfin, c'est tout ça. Hein, voilà. Donc on est vraiment dans un combat à la fois très concret et très matériel, et en même temps totalement spirituel et religieux. Et c'est pour ça qu'il faut reconnecter la gauche du travail avec la droite des valeurs, et que le front de la foi me paraît beaucoup plus important qu'une lutte idiote contre la présence musulmane en France, qui est une conséquence de l'immigration incontrôlée, en se faisant le bras armé finalement des exterminateurs laïcards, sachant que si on veut combattre à la limite la présence des musulmans en France,
sans s'attaquer de façon malsaine à des gens qu'on a fait venir pour des raisons de dumping social. Il faut reprendre le contrôle de nos frontières, c'est fondamental, ça fait partie des pouvoirs régaliens d'un État qui existe, la monnaie et les frontières, hein. C'est pour ça que nous n'existons plus comme nation. Donc reprendre le contrôle des frontières, refaire du catholicisme la religion d'État, je suis tout à fait pour, il faut qu'il y ait une religion d'État en France, surtout que le catholicisme est la religion française par excellence. C'est une religion de synthèse et historique qui n'est pas particulièrement sémitique, qui n'est pas particulièrement romaine, mais qui est un agrégat de plusieurs strates, et qui fait qu'en fait, je crois qu'il n'y a rien de plus français que le catholicisme apostolique romain. C'est un travail qu'on peut faire. C'est pas pour rien que la France est la fille aînée de l'Église. C'est très français le catholicisme. Voilà. Et je le dis en étant pas pratiquant, hein, je ne suis pas pratiquant aujourd'hui, mais je suis un chrétien culturel, et quand je dis chrétien, un catholique culturel intégral, bien sûr. Comme l'était, je ne sais pas qui, les chanteurs qui sont attachés au clocher, aux églises, au bruit des cloches, voilà, toute cette culture qu'on peut retrouver chez Georges Brassens, même s'il est je dirais un paillard, pas un païen, mais au moins un paillard et un anarchiste, vous voyez. On est tous catholiques, sans le savoir, d'une certaine façon, en France. Et les musulmans que je côtoie sont très très respectueux de la France catholique, en réalité. Il ne faut pas le nier. On a fêté avant-hier, je crois, bruyamment l'anniversaire de la loi Veil sur l'avortement. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce qu'on peut faire pour remettre en cause ce qu'ils appellent des lois sociétales? Alors moi j'ai écrit des textes très précis sur l'avortement. Et j'ai dit qu'en fait il y avait deux façons de voir la question. Il y avait un certain avortement qui était pour venir au secours de femmes dans la détresse, femmes violées, femmes dans une catastrophe humaine et sociale totale. Et puis la déviation de cette approche, on va dire, charitable et humaine d'une question, en une vision du monde totalement, je dirais, libérale-libertaire, qui est « mon corps m'appartient, je fais ce que je veux », et qui ramène l'enfant et l'enfantement à un pur désir ou à une pure volonté individuelle, et à une vision effectivement purement individualiste et liée au monde pulsionnel, au monde de je veux pas, du moi-je, sans voir la vision sociale, c'est-à-dire qu'effectivement il faut reproduire les générations pour qu'un peuple se perpétue, donc effectivement le politique est obligé d'être impliqué dans tout ça, ce qui est au-delà de l'individuel, et qui a eu lentement et sûrement la dérive d'une loi qui prétendait porter secours à des femmes dans la détresse, et qui petit à petit est devenue un système d'eugénisme, et de faire passer sous le monde de la consommation et du désir individuel quelque chose qui est de l'ordre effectivement de la loi naturelle et du sacré, qui est l'être le plus fragile au monde, et qui est l'enfant, et qui est nécessaire à la perpétuation de l'espace et à la reproduction des générations. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui combattaient pour l'avortement, je dirais, inconditionnel et inconditionné, c'est celui-là qu'on doit combattre, en repoussant l'échéance des femmes qui se vantaient d'avoir avorté à 5 mois, comme la fille de Bernard-Henri Lévy, qui s'est vantée dans un roman d'avoir avorté à 5 mois pour se venger de son conjoint. Je ne sais pas si vous voyez, c'est de l'infanticide. Voilà. On est passé du soutien de femmes en détresse à la banalisation de l'infanticide. Et les gens qui se gargarisent et s'enorgueillissent de ces infanticides sont par ailleurs les mêmes qui luttent contre la peine de mort, ce qui est assez intéressant, c'est-à-dire défendre bec et ongle contre la mort volontaire des assassins, des ordures intégrales, des criminels, mais par contre envoyer à la mort sans aucun scrupule l'être le plus innocent qui soit, qui est le pré-nourrisson, car on sait très bien effectivement qu'on n'accède pas à la réalité humaine, que ce soit sur le plan de l'âme ou même sur le plan de la constitution physiologique, au moment où on est expulsé du corps de la mère. Et puis de dire à quel moment, si c'est 5 semaines, 6 semaines ou 4 semaines, on passe du non-être à l'être, c'est une question philosophique quasi absurde, mais c'est une question d'une très grande malhonnêteté de la part des gens qui se sauvent comme ça moralement par rapport à leur position politique. Vous voyez, ce débat est très très laid, et d'une très grande laideur, et les gens qui défendent sans aucune dimension critique ou humaine justement on va dire le droit à l'avortement absolu, libre et intégral, sont des gens d'une grande méchanceté.
En plus, c'est ça que je dénote. Alors que les gens qui, aujourd'hui, luttent contre l'avortement, et il y en a de plus en plus, parce qu'ils ont pris conscience, effectivement, de ce que cachait au début une loi pour défendre des femmes dans la détresse, les gens aujourd'hui qui combattent l'avortement sont beaucoup plus humains et beaucoup plus respectables que ceux qui le défendent. C'est ça que je remarque aujourd'hui. Ce qui ne me fait pas dire que je suis contre la criminalisation de l'avortement et contre l'avortement intégralement. Hein. Je pense qu'il y a des... de ce point de vue-là, j'ai une position qui n'est pas totalement celle de l'Église, sans doute. Mais ça, c'est ma limite. Hein. Voilà, là-dessus, on peut le critiquer ou pas, mais c'est ma vision de la chose. Et j'ai écrit là-dessus déjà, dans mon premier abécédaire jusqu'au bâton descendre, qui date de 2002, publié en 2002, j'ai déjà écrit justement un texte très précis sur ces deux visions de l'avortement. Une vision généreuse et qui regarde la femme souffrante, et une vision totalement, je dirais, délirante et satanique, qui est la vision de la toute-puissance féminine, et c'est celle-là qui a triomphé aujourd'hui, c'est certain. De la toute-puissance féminine au sens mon corps m'appartient, je fais ce que je veux, et tout ramener au désir du consommateur. J'en veux pas, peut-être même j'en voulais, j'en veux plus, et qu'on est vraiment dans une banalisation de l'infanticide, hein, c'est ça le constat d'aujourd'hui. Deuxième question un peu sociétale, c'est que bon nombre de ceux qui analysent le marasme français attribuent à l'éducation nationale une partie de la responsabilité de ce marasme. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que votre parti pourrait faire pour y apporter une solution? Alors déjà, moi je reçois beaucoup de courriers, hein, je reçois 120 messages par jour. Je reçois de plus en plus de messages d'éducateurs, c'est-à-dire de gens qui sont dans le système et dans l'éducation nationale, et qui disent que c'est de plus en plus une catastrophe, et qui, je dirais, passent, on va dire, pour employer les mots de l'ennemi, passent à la réaction. Il y en a beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Il y a vraiment un constat de faillite, et puis un constat effectivement, on est allé au-delà de tout aujourd'hui dans l'espèce d'idéologie qui consiste à dire il faut demander à l'enfant ce qu'il veut apprendre. C'est ça, hein, l'idéologie officielle. Hein. C'est à l'enfant de nous dire ce qu'il veut apprendre et comment il veut apprendre. Ce qui est une absurdité métaphysique, quoi, évidente. Mais je pense que si on fait une analyse de fond, il a fallu à un moment donné, quand on a voulu que les citoyens s'éloignent de la notion de sujet du roi qui avait été confié à la petite école catholique, il a fallu les amener au monde, je dirais, de la raison moderniste qui correspond à la révolution industrielle, au monde de l'usine et non plus au monde de la campagne, hein, de la ferme, de l'agriculture. Il a fallu les éduquer à lire, à écrire, à compter, pour en faire, je dirais, des soldats de la Troisième République. Un peu, vous voyez, il y avait une cohérence. On les a quand même bien élevés. Ils étaient bien, les hussards noirs de la République ont bien fait leur boulot. Parce que c'était une logique d'intégration et de soumission à une vision du monde qui était, on va dire, le monde de l'ascension bourgeoise. Le moment où la bourgeoisie on pouvait lui reconnaître des qualités. Hein, voilà. Progrès de la médecine, rationalisation, le système métrique, etc. Et puis à un moment donné, je pense que nos dominants se sont rendus compte que la maîtrise de la logique, du vocabulaire, la maîtrise de ses émotions, c'est-à-dire ce qui fait une citoyenneté, devenait un frein à la soumission à un système qui de plus en plus trahit les valeurs qui nous ont vendues, hein, liberté, égalité, fraternité, pour devenir une oligarchie dictatoriale. Et je pense qu'aujourd'hui, sans être totalement paranoïaque, je pense vraiment que le monde est articulé, hein, et qu'il y a des gens qui pensent à haut niveau, et que les choses ne sont pas le fruit d'un chaos ou d'un hasard. Je pense qu'aujourd'hui, il est essentiel, comme je le disais tout à l'heure, d'abrutir les enfants, de les livrer à une pensée purement émotive, comme on voit déjà chez les Américains, pour qu'ils ne comprennent pas à quelle sauce on les mange, et pour qu'ils ne puissent pas se révolter contre les mensonges, et là où les amène la domination. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'école n'est pas une école de l'apprentissage, c'est une école de l'empêchement de l'apprentissage traditionnel, effectivement dans une logique de soumission. Et cette bascule s'est faite à partir de mai 68, c'est une évidence. Hein. Je pense que moi j'ai connu la petite école de l'époque gaulienne, parce que je suis né en 58, donc j'ai eu droit à l'école d'avant mai 68, on avait tous des blouses, tout le matériel nous était donné par la nation française, on était tous égaux devant l'école républicaine, il y avait un peu de châtiment corporel hein, à l'époque, et les plumes sergent-major, et un vrai apprentissage, hein, voilà, lire, écrire et compter, hein, voilà. Et ça marchait bien, hein, il suffit de regarder les copies
des enfants ou même des ouvriers encore des années 50. Oui. Voilà, et l'effondrement de l'orthographe, etc. aujourd'hui. Et je pense que tout ça est une volonté en haut lieu de destruction, effectivement, de l'intelligence collective et populaire dans un but de soumission, et relayée par l'immense bêtise du corps enseignant dans sa majorité, qui est entièrement sous domination trotskiste, hein, il faut le savoir, hein, gauchiste. Il n'y a pas plus bête qu'un enseignant de base, hein, c'est une certitude, et que les enfants, et y compris les enfants de banlieue et d'immigration, n'aient pas envie d'obéir à ces maîtres-là, est plutôt la preuve de leur instinct, de leur bon instinct. Et que quelque part, il vaut mieux effectivement qu'ils refusent cet enseignement plutôt qu'ils s'y soumettent. Je pense que finalement c'est un moindre mal. Et moi qui suis éducateur, je suis instructeur de boxe, et éducateur même par tout ce que je fais, hein, j'ai aucun problème moi pour être écouté et silencieusement et respectueusement en tant que maître, je dirais, par tous ces gens-là. Quand le maître est respectable, il y a une intuition, on le respecte. Oui. S'il y a si peu de respect des maîtres aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas respectables. Alors soit ils ne le sont pas malgré eux à cause du programme qu'on leur inflige, soit ils ne le sont pas parce qu'ils sont les complices par l'immense stupidité de toute cette idéologie droit de l'homiste choatique qu'ils essayent d'enseigner par la force à des jeunes gens qui finalement, c'est aussi la loi naturelle, ont un instinct. Voilà. Et je pense que finalement les professeurs qui se prennent dans la gueule des sauvageons de banlieue, finalement ne font que récolter ce qu'ils ont semé. C'est eux qui leur ont inculqué une incompréhension totale de la pensée rousseauiste. Je rappelle, pour les gens qui ne connaissent pas Rousseau, qu'il n'y a pas le bon sauvage de Rousseau n'existe pas. Il suffit de relire le contrat social. C'est une mauvaise lecture de Rousseau. Donc pour s'en échapper de cette éducation nationale, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous... J'ai des amis actuellement qui sont en train de monter une école non conventionnée, c'est ça? Oui. Effectivement, pour échapper à ça. Donc on a nous, dans notre mouvance Égalité et Réconciliation, on a beaucoup de gens qui font des choses, qui créent de la permaculture, donc qui retournent à la terre. Et ça aussi, c'est la loi naturelle, hein, qui redeviennent agriculteurs. Et on a aussi des gens, par exemple, qui montent effectivement des écoles en dehors de l'éducation nationale. Il y a encore des possibilités. Ça se resserre de plus en plus, et puis nous on fait, par notre site internet et notre maison d'édition, on fait de la réinformation et de la rééducation saine. Hein. Oui. On ne fait que, je fais ce travail hein, par mes vidéos du mois, même si le style peut choquer certaines personnes, le style est aussi à un sens pédagogique. Oui. Pour que je puisse faire passer des idées, je dirais, anciennes, oui. Il faut le faire aussi par la forme accessible aux contemporains, sinon... pour faire découvrir même, je dirais, la pensée maurassienne à quelqu'un qui vient issu de l'immigration de banlieue, il y a des médiations, comme dirait l'autre. On ne peut pas le faire de but en blanc. Et je le fais, et très bien. Hein. C'est parce que je rencontre en fait un réel succès dans mon entreprise que je suis à ce point-là persécuté par l'ennemi. C'est-à-dire que si à un moment donné, un Premier ministre comme Manuel Valls me déclare la guerre publiquement, et si même c'est en me déclarant la guerre, à moi, il y a Dieudonné qu'il obtient son poste de Premier ministre, d'une certaine manière, c'est que je fais un travail efficace pour ceux qui, en ce moment, me cracheraient à la figure ou penseraient que je n'ai pas atteint mes objectifs. Tous les ennuis me viennent du fait que j'atteins en fait mes objectifs. Quel sera le premier scrutin auquel le parti Réconciliation Nationale va participer? Nous aimerions, déjà là c'est les renseignements généraux qui ont annoncé par la voix des Louis Plenel qui travaillent avec eux depuis la Mitterrandie que nous allions créer ce parti. Nous étions en train de discuter des statuts entre 4 personnes par échange de mails. Donc ça veut dire que voilà, ces journalistes-là ne se cachent même pas de travailler avec et pour la police d'État, ce qui est assez drôle pour des gens qui sont issus du mouvement révolutionnaire, je rappelle, les trotskistes de combat. C'est marrant de voir la collusion entre trotskisme et appareil d'État policier. Ça aussi, c'est un sujet que je maîtrise bien, et ceux qui veulent comprendre, donc aller sur Égalité et Réconciliation, il y a tout ce qu'il faut pour comprendre. Donc le premier combat qu'on voudrait mener avec Dieudonné, comme je l'ai dit, à nous, on ne se présentera jamais nous-mêmes. On veut aider des gens à monter des listes pour essayer de peser localement. Je pense qu'il faut passer du local au national, et pas comme le Front National aujourd'hui, qui ne joue finalement que sur le national via les médias, pour peser, parce qu'en fait c'est très fragile, il suffit qu'on vous coupe les médias. Alors, on a bien compris que pour avoir les médias, il faut se dédiaboliser. Pour se dédiaboliser, il faut renoncer à une pensée critique authentique. Nous, en fait, on veut faire l'inverse. On veut renouer avec ce qui était l'idée du Front National du début, d'une certaine manière, de ce point de vue-là, c'est-à-dire un ancrage local, hein, et une formation, ce qui est plus dur, effectivement, mais à mon avis plus solide, parce que là, nous, on le voit bien avec Dieudonné, on nous a coupé les médias dominants, on a monté du média alternatif par Internet, ce qui est un gros travail, et c'est pour ça qu'on a survécu et qu'on prospère. Voilà. Donc c'est dans la même logique. Donc c'est aider des gens à monter des listes aux élections locales,
sur la ligne, effectivement, tous français, tous patriotes, réconciliation nationale, non au choc de civilisation, voilà, il y a des tas de slogans. On sera plutôt sur le sociétal, hein, d'ailleurs, hein, je le dis, hein, puisque nous, notre grande inquiétude, c'est l'effondrement de la France. C'est une évidence totale, à cause de l'économique et du sociétal, et la guerre civile, vous voyez, le tous contre tous, qui était la vision d'ailleurs de Karl Marx aussi, qui disait, au bout de la logique libérale, il y a la guerre civile généralisée, c'est-à-dire la guerre de tous contre tous, qui est aussi quelque part, même en tant que marxiste, valider quelque chose qui s'approche de la loi naturelle, vous voyez, c'est-à-dire la nécessité du nous, de la question de l'autre, vous voyez, il ne faut pas oublier qu'il y a une convergence totale entre la pensée marxiste bien comprise et la pensée chrétienne, ce qui n'est pas pour rien d'ailleurs que ça ait pu marcher un peu en Russie. On voit très bien que Tolstoï et les penseurs de la Russie de la fin du 19e siècle, qui étaient des gens très très religieux, se sont posé la question effectivement de la nécessité révolutionnaire pour effectivement sortir d'un monde de mensonges, même s'ils ont été piégés, comme a été piégé Robespierre, qui était un incorruptible de la Révolution et qui a été manipulé puis exterminé pour finalement mettre à la place du pouvoir du roi le pouvoir de la banque et des réseaux maçonniques. Vous voyez, il faut avoir cette analyse fine de la pensée qui n'est pas forcément la vôtre. Hein, je veux dire, moi je m'intéresse à la pensée de gauche, à la pensée de droite. Vous voyez, j'essaie d'avoir cette culture, ne pas que d'être que d'un côté, ne rien comprendre de l'autre. Il faut avoir cette culture complète. Donc nous, voilà, on voudrait simplement, par exemple, aux élections du printemps qui seront les départementales, je crois que c'est la première fois qu'il y aura des départementales, aider à ce qu'il y ait des listes, et peut-être faire quelques scores emblématiques et symboliques dans des endroits qui peuvent être des endroits de banlieue, des endroits de la campagne. Ça ne sera évidemment pas le 3e arrondissement de Paris, hein, vous l'aurez compris. Et tout ça sans mener une guerre contre le Front National ou d'autres qui essaient d'exister que comme ça aujourd'hui, mais simplement pour que les gens que des gens qui ne se reconnaissent plus nulle part puissent réinvestir le politique. Dans mon avis, ce qui est le plus important, c'est le local. D'abord, du local au national et pas à l'inverse. Et puissent voter pour eux-mêmes. C'est ça, voter pour eux-mêmes, sur une ligne qui est les valeurs que je défends depuis des années. C'est facile de le vérifier. Hein. J'ai fait un gros travail depuis longtemps. Mes livres, le site internet, les conférences, et aussi avec Dieudonné, ce qui n'est pas rien. C'est-à-dire qu'il y a une dimension. Notre fraternité à Dieudonné et moi prouve que la nationalité française n'est pas raciale, qu'il faut garder une dimension d'humour et de générosité, que le chaos n'est pas inéluctable, que les tensions raciales ne sont pas inéluctables et qu'elles sont voulues, voilà, et que la France telle qu'elle est, que ce soit d'ailleurs la France chrétienne ou la France républicaine, si on croit aux valeurs écrites, nous permet sans aucun effort, je dirais, sans aucun abandon de nous-mêmes, d'échapper à la guerre civile. Voilà, Alors, qu'est-ce que Réconciliation nationale pourra apporter aux gens qui voudraient, qui partageraient votre... Déjà, nous, on a une organisation Internet qui permet aux gens de se retrouver, on va les accompagner. Nous, on maîtrise justement tout ce qui est réseaux sociaux. On sait ce que c'est que de faire une affiche, trouver des slogans, les imprimer. Vous voyez, il y a un travail pratique. Donc, des gens vont venir à nous en disant « j'aimerais monter une liste, moi et des amis dans tel endroit », et nous, on va les accompagner en politique. Parce que c'est ça le passage à l'acte. Les gens ne connaissent rien, tout ça, ils ont de la bonne volonté, mais il y a les pièges à éviter, il y a aussi le côté administratif, les accompagner avec des juristes, avec des gens qui leur aident à déposer les candidatures dans les délais, sans commettre d'erreurs, voilà, tout ça on sait le faire, le militantisme on sait le faire, on est implanté localement partout en France, avec des gens que j'ai triés sur le volet depuis 10 ans, parce que j'ai été obligé de virer les infiltrés, les dingues, etc. C'est un gros travail, et aujourd'hui nous avons des sections locales partout, sur lesquelles l'égalité et la réconciliation, où on peut s'appuyer pour aider les gens à passer aux politiques. Parce que le passage à l'acte, c'est comme quand on veut partir, avoir une volonté, comment dirais-je, évangélique, et qu'on veut partir à la croisade, etc. À un moment donné, il faut être pris en charge par des gens qui savent faire, vous voyez, hein, qui vous transportent, qui vous permettent d'éviter les embûches, qui vous amènent là où il faut, qui vous accompagnent. Voilà, c'est exactement ça. Vous voyez, ça sera très pratique en réalité, parce que sur le plan des idées, elles sont déjà toutes là. Il faut juste passer des idées à l'action politique réelle, ce qu'on n'a pas fait encore, donc voilà, on va le faire. Donc c'est passer à l'action, et puis aider les gens, les accompagner. Parce que je dis, l'idée, c'est pas moi que je me présente ou quoi que ce soit. J'ai pas envie de faire de la politique politicienne, j'ai pas le profil. Je suis trop émotif et trop attaché à la vérité pour faire de la politique politicienne. La politique politicienne, c'est le mensonge. Hein, le mensonge stratégique, le mensonge justifié, soi-disant, mais qui nous amène, la fin justifiant, soi-disant, les moyens, nous amène à la fin très très loin de la fin sacrée, concession après concession. Donc je n'ai pas changé d'idée, je ne ferai pas de politique moi-même.
j'aiderai les gens à s'engager, et nous espérons simplement, au début, avoir 2-3 petits succès qui seront effectivement commentés par les médias, c'est-à-dire 2-3 listes qui, à des endroits symboliques, auront fait 3, 4, 5%. Quand nous avons eu, soi-disant, notre échec, quand nous avions fait la liste antisioniste, qui était quand même quelque chose de très marqué, hein, c'est pas la liste anti-système, c'était la liste antisioniste, on a fait 6-7% à certains endroits, il ne faut pas oublier. Et quand Marine Le Pen dit qu'elle n'a pas besoin de nous 1%, d'abord, pour l'instant, c'est pas la question. Mais je rappelle qu'une élection se gagne avec 1% souvent. C'est comme ça que les centristes, le mystère des voix centristes, les radicaux, ont existé en étant les arbitres de l'entre-deux tours pendant des générations, parce qu'ils pesaient 2%. Hein, et n'oublions pas qu'un Dupont-Aignan, malgré tous ses efforts, n'a jamais dépassé les 1,5%, et que le potentiel politique de Moët-Dieudonné est bien supérieur à celui de Dupont-Aignan, et à mon avis largement égal à celui d'un Besancenot, que j'ai totalement exterminé, hein, je le rappellerai. Hein. Il n'existe plus. Voilà. Et Mélenchon, lui, s'est retiré du jeu sous le poids de ses contradictions que j'avais mis en évidence de façon systématique et implacable. Donc j'ai quand même eu la peau de Mélenchon, qui reviendra sans doute, mais sur une ligne, à mon avis, forcément un peu plus honnête que sa ligne qui était très ambiguë et ambivalente. Et Besancenot, c'est fini. Ce qui veut dire que j'ai quand même, par mon travail, créé un espace politique. Et vous savez que la nature politique a horreur du vide, et qu'en réalité, on a un potentiel d'au moins 5%, c'est sûr, je dirais, parce qu'on représente. On le sait par la vidéo où j'explique ce qu'on va faire à Dieudonné, est à 260 000 vues dans sa version originale sur Dailymotion. Vous pouvez regarder que quiconque fait une vidéo et la met sur Internet, que ce soit Marine Le Pen ou le Premier ministre de la République, ne fait pas ces scores-là. Hein. Ces gens-là sont fabriqués par le système, boostés par le système, aidés par le système. Dans un combat d'égal à égal, je les massacre tous. Hein. Il n'y a pas aucun problème. J'en suis certain. Alors après, le problème, c'est la méchanceté et la violence du système contre moi. Je l'ai pu le vérifier le lendemain du jour où j'ai annoncé la création de Réconciliation nationale. On a sorti une fausse affaire de racisme, de soi-disant menaces, etc., un truc vraiment sous la ceinture ignoble. Je vais m'en dépêtrer comme de tout ce dont je me suis dépêtré depuis des années, et les gens qui me suivent depuis des années n'ont pas été dupes. Par contre, j'ai pu vérifier la fragilité de certains combattants de cette armée de Spartacus, et ce qui est bien, parce qu'il vaut mieux que ça pète maintenant, quand le combat n'a pas commencé, qu'au moment où le vrai combat va commencer. Donc pour l'instant, comme dirait l'autre, on fait le ménage, vous voyez, on resserre les boulons. Et c'est très bien que ce soit maintenant et comme ça, vous voyez. Là, on a déjà créé un embryon de site qui s'appelle Réconciliation nationale, avec une boîte aux lettres. Déjà, les gens envoient déjà pour l'instant, on fait un concours de logos, de sigles, vous voyez. Après, avec Dieudonné, on remettra le prix pour le vrai sigle. On est en train de parachever le dépôt des statuts. Alors, ils nous ont mis un peu des bâtons dans les roues, parce que je rappelle qu'on a été outé par Plenel. On pensait avoir plus de temps. Donc, je pense que le parti existera et sera valide en janvier. Ce qui est largement le temps pour le mois de mars pour déposer des listes. Et moi, j'aimerais bien des listes mixtes où il y a des catholiques que j'appelle pas intégristes, mais intègres, hein, des catholiques intègres, avec par exemple des musulmans patriotes du quotidien, des gens issus de l'ancienne extrême gauche, c'est-à-dire qui étaient engagés à gauche en politique par générosité et qui ont fait un travail critique et qui m'ont accompagné. Vous voyez, des espèces de listes composites qui représentent ma réelle clientèle et qui laisserait le système pantois, parce que prétendre que ce serait par exemple des listes fascistes, nazis ou antisémites, ça serait ridicule. Vous voyez, comme il est ridicule de traiter d'antisémite ou de fasciste le public de Dieudonné quand on a l'honnêteté d'aller assister à ces spectacles. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, je vous y invite. Vous voyez. Et je pense qu'aussi, l'intérêt stratégique de ce passage à l'acte en politique, c'est d'aider à dénoncer le mensonge des médias sur ce que je suis et ce que nous sommes, vous voyez. Hein, parce que quand à un moment donné on verra des affiches avec deux mains qui se serrent, Réconciliation nationale, tous français, tous patriotes, avec un français de couleur, un français musulman, un français catholique, qui disent nous sommes tous la France et nous voulons aller de l'avant pour apporter chacun le meilleur de nous-mêmes dans ce pays très intéressant justement par sa diversité et cette capacité qu'il a de faire d'un homme venu de très loin, un bon français en une génération, ce qu'aucune autre nation du monde a réussi à faire à part nous. Je pense que là, ce que j'appelle les putes du système médiatique, parce que sinon j'ai dit que c'était pute ou chômeur, hein, j'avais dans les médias, pardonnez le terme, je crois que ceux qui ont lu les évangiles savent que le Christ lui-même n'hésitait pas à tendre fraternellement la main à Marie-Madeleine, n'est-ce pas ? Je pense que ça sera le moyen de montrer par la pratique le mensonge des médias et de nos dominateurs. Donc je pense qu'il y a une vertu pédagogique et nécessaire. Parce qu'on a beau faire des efforts, nous, sur Internet, etc., le mensonge médiatico-politique est tellement massif aujourd'hui qu'il faut le contrer. Et je pense que le contrer par le réel, c'est bien, parce que n'oubliez pas qu'il y a des règles en politique. Si on a des listes, qu'elles sont déposées, et on a droit de l'affichage, on a droit du temps de parole,
Et là, les Français découvriront, effectivement, à une certaine échelle, une réalité qu'on leur cache. Et que je ne peux pas montrer au-delà de ce que je la montre aujourd'hui par les moyens qui sont les miens, c'est-à-dire Internet et mes conférences. Vous voyez. Voilà. Donc c'est mettre un pied dans le politique, c'est aussi ça. Je n'ai pas dit que ça allait marcher, je n'ai pas dit que c'était gagné, j'ai dit que c'est un combat à mener, à la fois pour des raisons stratégiques et même simplement pour des raisons d'honneur et de combat pour la vérité. Moi, je suis rentré dans ce combat, je dirais, à mort, sans aucun espoir de le gagner. Donc je veux dire, si jamais on le gagne, eh ben, ça sera un petit plus. Voilà. C'est-à-dire que ce que je dis maintenant, c'est que c'est un combat à mener pour l'honneur et pour la dignité, et on n'est même pas sûr de perdre. Voilà. C'est tout, ce que je dis. On peut s'arrêter là-dessus. C'est un travail qu'on peut faire. C'est pas pour rien que la France est la fille aînée de l'Église. C'est très français le catholicisme. Voilà. Et je le dis en étant pas pratiquant, hein. Je ne suis pas pratiquant aujourd'hui, mais je suis un chrétien culturel, et quand je dis chrétien, un catholique culturel intégral, bien sûr. Comme l'était, je ne sais pas qui, les chanteurs qui sont attachés au clocher, aux églises, au bruit des cloches, voilà, toute cette culture qu'on peut retrouver chez Georges Brassens, même s'il est je dirais un paillard, pas un païen, mais au moins un paillard et un anarchiste, vous voyez. On est tous catholiques, sans le savoir, d'une certaine façon, en France. Et les musulmans que je côtoie sont très très respectueux de la France catholique, en réalité. Il ne faut pas le nier. On a fêté, avant-hier, je crois, bruyamment l'anniversaire de la loi Veil sur l'avortement. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce qu'on peut faire pour remettre en cause ce qu'ils appellent des lois sociétales? Alors moi j'ai écrit des textes très précis sur l'avortement. Et j'ai dit qu'en fait il y avait deux façons de voir la question. Il y avait un certain avortement qui était pour venir au secours de femmes dans la détresse, femmes violées, femmes dans une catastrophe humaine et sociale totale. Et puis la déviation de cette approche, on va dire, charitable et humaine d'une question, en une vision du monde totalement, je dirais, libérale-libertaire, qui est « mon corps m'appartient, je fais ce que je veux », et qui ramène l'enfant et l'enfantement à un pur désir ou à une pure volonté individuelle, et à une vision effectivement purement individualiste et liée au monde pulsionnel, au monde de je veux pas, du moi-je, sans voir la vision sociale, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut reproduire les générations pour qu'un peuple se perpétue, donc effectivement, le politique est obligé d'être impliqué dans tout ça, ce qui est au-delà de l'individuel, et qu'il y a eu lentement et sûrement la dérive d'une loi qui prétendait porter secours à des femmes dans la détresse, et qui petit à petit est devenue un système d'eugénisme, et de faire passer sous le monde de la consommation et du désir individuel quelque chose qui est de l'ordre effectivement de la loi naturelle et du sacré, qui est l'être le plus fragile au monde, qui est l'enfant, et qui est nécessaire à la perpétuation de l'espace et à la reproduction des générations. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui combattaient pour l'avortement, je dirais, inconditionnel et inconditionné, c'est celui-là qu'on doit combattre, en repoussant l'échéance des femmes qui se vantaient d'avoir avorté à 5 mois, comme la fille de Bernard-Henri Lévy, qui s'est vantée dans un roman d'avoir avorté à 5 mois pour se venger de son conjoint. Je ne sais pas si vous voyez, c'est de l'infanticide. Voilà. On est passé du soutien de femmes en détresse à la banalisation de l'infanticide. Et les gens qui se gargarisent et s'enorgueillissent de ces infanticides sont par ailleurs les mêmes qui luttent contre la peine de mort. Ce qui est assez intéressant, c'est-à-dire défendre bec et ongle contre la mort volontaire des assassins, des ordures intégrales, des criminels, mais par contre envoyer à la mort sans aucun scrupule l'être le plus innocent qui soit, qui est le pré-nourrisson, car on sait très bien effectivement qu'on n'accède pas à la réalité humaine, que ce soit sur le plan de l'âme ou même sur le plan de la constitution physiologique, au moment où on est expulsé du corps de la mère. Et puis de dire à quel moment, si c'est 5 semaines, 6 semaines ou 4 semaines, on passe du non-être à l'être, c'est une question philosophique quasi absurde, mais c'est une question d'une très grande malhonnêteté de la part des gens qui se sauvent comme ça moralement par rapport à leur position politique. Vous voyez, ce débat est très très laid, et d'une très grande laideur, et les gens qui défendent sans aucune
dimension critique ou humaine, justement, on va dire le droit à l'avortement absolu, libre et intégral, sont des gens d'une grande méchanceté. En plus, c'est ça que je dénote. Alors que les gens qui, aujourd'hui, luttent contre l'avortement, et il y en a de plus en plus, parce qu'ils ont pris conscience, effectivement, de ce que cachait au début une loi pour défendre des femmes dans la détresse, les gens aujourd'hui qui combattent l'avortement sont beaucoup plus humains et beaucoup plus respectables que ceux qui le défendent. C'est ça que je remarque aujourd'hui. Ce qui ne me fait pas dire que je suis contre la criminalisation de l'avortement et contre l'avortement intégralement. Hein. Je pense qu'il y a des... Je ne suis, de ce point de vue-là, j'ai une position qui n'est pas totalement celle de l'Église, sans doute. Mais ça, c'est ma limite. Hein. Voilà, là-dessus, on peut le critiquer ou pas. Mais c'est ma vision de la chose. Et j'ai écrit là-dessus déjà, dans mon premier abécédaire, Jusqu'où va-t-on descendre, qui date de 2002, publié en 2002, j'ai déjà écrit justement un texte très précis sur ces deux visions de l'avortement. Une vision généreuse et qui regarde la femme souffrante, et une vision totalement, je dirais, délirante et satanique, qui est la vision de la toute-puissance féminine. Oui. Et c'est celle-là qui a triomphé aujourd'hui, c'est certain. Oui. De la toute-puissance féminine au sens mon corps m'appartient, je fais ce que je veux, oui. et tout ramener au désir du consommateur. J'en veux pas, peut-être même j'en voulais, j'en veux plus. Oui. Et qu'on est vraiment dans une banalisation de l'infanticide, hein, puisqu'on... C'est ça le constat d'aujourd'hui. Oui. Deuxième question un peu sociétale, c'est que bon nombre de ceux qui analysent le marasme français attribuent à l'éducation nationale une partie de la responsabilité de ce marasme. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que votre parti pourrait faire pour y apporter une solution? Alors déjà, moi je reçois beaucoup de courriers, hein, je reçois 120 messages par jour. Je reçois de plus en plus de messages d'éducateurs, c'est-à-dire de gens qui sont dans le système et dans l'éducation nationale, et qui disent que c'est de plus en plus une catastrophe, et qui, je dirais, passent, on va dire pour employer les mots de l'ennemi, passent à la réaction. Il y en a beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Il y a vraiment un constat de faillite, et puis un constat effectivement, on est allé au-delà de tout aujourd'hui dans l'espèce d'idéologie qui consiste à dire il faut demander à l'enfant ce qu'il veut apprendre. C'est ça, hein, l'idéologie officielle. Hein. C'est à l'enfant de nous dire ce qu'il veut apprendre et comment il veut apprendre. Ce qui est une absurdité métaphysique, quoi, évidente. Mais je pense que si on fait une analyse de fond, il a fallu à un moment donné, quand on a voulu que les citoyens s'éloignent de la notion de sujet du roi, qui avait été confié à la petite école catholique, il a fallu les amener au monde, je dirais, de la raison moderniste qui correspond à la révolution industrielle, au monde de l'usine et non plus au monde de la campagne, hein, de la ferme, de l'agriculture. Il a fallu les éduquer à lire, à écrire, à compter, pour en faire, je dirais, des soldats de la Troisième République, un peu. Vous voyez, il y avait une cohérence. On les a quand même bien élevés. Ils étaient bien, les hussards noirs de la République ont bien fait leur boulot. Parce que c'était une logique d'intégration et de soumission à une vision du monde qui était, on va dire, le monde de l'ascension bourgeoise. Le moment où la bourgeoisie on pouvait lui reconnaître des qualités. Hein, voilà. Progrès de la médecine, rationalisation, le système métrique, etc. Et puis à un moment donné, je pense que nos dominants se sont rendus compte que la maîtrise de la logique, du vocabulaire, la maîtrise de ses émotions, c'est-à-dire ce qui fait une citoyenneté, devenait un frein à la soumission à un système qui de plus en plus trahit les valeurs qui nous ont vendues, hein, liberté, égalité, fraternité, pour devenir une oligarchie dictatoriale. Et je pense qu'aujourd'hui, sans être totalement paranoïaque, je pense vraiment que le monde est articulé, hein, et qu'il y a des gens qui pensent à haut niveau, et que les choses ne sont pas le fruit d'un chaos ou d'un hasard. Je pense qu'aujourd'hui, il est essentiel, comme je le disais tout à l'heure, d'abrutir les enfants, de livrer à une pensée purement émotive, comme on voit déjà chez les Américains, pour qu'ils ne comprennent pas à quelle sauce sont les membres à l'intérieur, le fonctionnement, etc. Et là, je me pose la question, est-ce qu'un espace politique est possible? Est-ce qu'une aventure politique est possible? À un moment donné, la réponse, c'est le passage à l'acte, l'action. Hein. Je suis désolé, mais les exemples sont là. Hein. Je crois que Jésus-Christ, à un moment donné, il est passé à l'acte. Hein. Voilà, c'est à un moment donné, il faut agir. Et puis agir, c'est prendre des risques. Ça peut aller jusqu'à la mort. Je veux dire, tous les exemples sont là. Et puis c'est les risques de la trahison. Je veux dire, on a l'exemple, c'est pour ça, les gens qui me disent la preuve que ce que vous faites n'est pas possible parce que vous êtes trahi, parce qu'il y a des embûches, je dis excusez-moi, mais alors à ce moment-là, pourquoi êtes-vous chrétien? Voilà,
toute proportion gardée, parce que j'ai toujours un peu d'humour, depuis l'âge de 12-13 ans où j'ai une conscience, puisque je suis un ancien élève de Stan, il faut le savoir, j'ai chanté devant le cardinal Marty, j'étais deuxième soliste soprane de la chorale de Stan dans les années 70, donc je chantais la messe intégralement. Hein. Mon idée quand j'étais très jeune, en 5e, 4e, je voulais devenir père blanc, donc j'avais vraiment... j'ai été hanté par ces idées, et dans ma vie, malgré moi, je dirais même malgré moi, je suis fait de ça. Il y a l'idée de l'imitation du Christ. Hein, je veux dire, c'est-à-dire que, à un moment donné, ce qu'on peut faire de mieux, c'est se rapprocher de son exemple. Donc à la limite, quand on me dit c'est semé d'embûches, il y a beaucoup de coups à prendre, des trahisons et la mort peut-être au bout, ben je dis, comme les musulmans pensent que mourir en martyr, c'est la certitude d'aller au ciel, j'ai aussi cette chose en moi qui me dépasse, hein, je dirais, même si j'en parle presque avec ironie, mais c'est vrai que c'est de ce point de vue-là que je pense être chrétien, vous voyez, c'est que le combat minoritaire, l'adversité, peut-être même la certitude de perdre dans le réel, mais de gagner sur un autre plan, sur le plan de l'honneur, sur le plan de la vérité, etc., c'est quelque chose qui m'habite. C'est une certitude. C'est pour ça que je fais ce que je fais depuis tant d'années, malgré tout, parce que c'est parfois, je vous assure, très violent et très dur, hein, bien sûr. C'est pas évident, oui. Alors, il y a plusieurs forces, enfin diverses forces occultes qui pourrissent la politique française. Selon vous, est-ce qu'il faut interdire la franc-maçonnerie ou obliger les francs-maçons à se déclarer? En politique, j'entends. Moi, je ne pense pas qu'on puisse interdire la franc-maçonnerie, puisqu'il y aurait quelque chose de dictatorial. Par contre, que les gens qui sont francs-maçons et qui se présentent en politique soient obligés de le dire, et qu'il y ait une pédagogie, moi, ce que j'ai remarqué, puisque j'ai fait des études de sociologie, c'est qu'on n'a pas le droit de faire de la sociologie sur la franc-maçonnerie. C'est considéré comme du délire d'extrême droite. Or, la franc-maçonnerie, ça existe, et c'est quelque chose de ce que j'appelle les réseaux. Vous voyez, moi, dans mes livres, j'appelle ça la politique des réseaux, parce qu'on étudie beaucoup dans l'histoire officielle les épopées individuelles, hein, c'est-à-dire Clémenceau, De Gaulle, et puis les forces sociales, ça vient du marxiste, genre les rapports de classe. Mais finalement, on étudie très peu ce qui fascinait Balzac, ou même Walter Scott, qui fait la grande littérature réaliste. Ce sont les réseaux. Et les réseaux des réseaux, dans notre monde, le monde de ces 2 derniers siècles, on va dire, c'est la lente montée au pinacle des réseaux maçonniques. Effectivement, la destruction de l'Ancien Régime, la destruction de toutes les monarchies, la destruction même de comment dirais-je, de l'Empire mahométan. Hein, tout ça, c'est lié à la puissance des réseaux maçonniques. Or, les maçons tiennent à peu près tout en France, la haute université, la haute police, la haute armée, la politique, notamment à gauche avec le Grand Orient, et on a, oui bien sûr, la haute justice, et on a, il faudrait tout dire, il faudrait tout énoncer, et en parler est considéré comme du délire d'extrême droite. Or, je pense que on devrait obliger les maçons à dire qu'ils sont maçons, et puis pouvoir dire objectivement quelle est leur vision du monde, je crois on dit, la Weltanschauung, je parle mal l'allemand, parce que c'est ça qui est fondamental. Qu'est-ce que c'est que l'idéologie des Lumières, qui admire-t-il finalement en dernière instance et pourquoi? Qui est le maître, le porteur de lumière et le maître de la terre? Je veux dire, voilà, il y a quelque chose de luciférien là-dedans. L'idée que de l'homme mesure de lui-même, l'idée de la toute-puissance de l'homme, le refus effectivement de la loi naturelle, la haine profonde et le combat à mort contre le Christ et contre le catholicisme, surtout le catholicisme. Il faut bien comprendre que la franc-maçonnerie est une émanation du protestantisme. C'est pas moi qui le dis, d'ailleurs Payon le dit, et comment il s'appelle, Mélenchon le dit. Payon a tout dit là-dessus. Oui. Il a avoué qu'il fallait mettre à mort l'Église catholique et que la franc-maçonnerie était la religion en fait de la République. Ce que j'ai écrit dans Comprendre l'Empire, hein, pour ceux qui n'ont pas lu Comprendre l'Empire, je l'ai écrit sans même savoir que Payon le revendiquait en tant que juif alsacien maçon de combat. Il faut savoir qui est Payon, dont nous avons eu, je le dis, moi et d'autres, la peau. Grâce à notre combat contre la théorie du genre. C'est-à-dire que le système a compris qu'ils y étaient allés trop fort et trop frontalement, ils ont un peu mis ça sous le boisseau, mais ils ne renoncent pas à leur combat. Hein. C'est un combat à mort contre les valeurs du monde chrétien qu'ils sont en train de mener. Et il faut comprendre pourquoi, parce que pour qu'il puisse y avoir sur Terre une dictature bancaire, et de ce que veut dire le monde de la domination bancaire, c'est-à-dire une dictature de l'empire mondialiste, il faut détruire en chacun des individus qui composent le monde
les valeurs qui pourraient les pousser à résister à ce monde totalement inégal et je le dis satanique, sans délire. Hein, voilà. Donc il y a vraiment, pour que les gens acceptent et se soumettent à cette dictature mondialiste, on va dire satanique, même si j'aime pas trop employer ce mot-là, mais on va le dire comme ça, il faudra détruire en l'homme tous les liens au sacré, à la loi naturelle, à la transcendance. Donc c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, plus le processus de la dette et de la soumission, de la destruction des États par la dette avance, situation grecque, plus il faut aussi parallèlement qu'avance la théorie du genre, le mariage pour tous, mettre en avant à l'Eurovision la chanteuse hybride barbue qui fait des publicités aujourd'hui. Il faut toute cette articulation et cette analyse qui est de la sociologie, je dirais, je l'ai faite et je la fais de façon cohérente depuis que j'ai publié Vers la féminisation. C'est-à-dire c'est des choses que je théorisais déjà bien avant Éric Zemmour, hein, dès 1996. C'est-à-dire que je produisais déjà des écrits cohérents là-dessus en 1996. Ce qui veut dire que j'y pensais depuis bien avant. Et j'ai rien inventé. Hein, je pense que c'est déjà... C'est des penseurs de façon négativement bien avant, puisque Édouard Bernays disait déjà que pour amener à la soumission des puissances de l'argent, il fallait manipuler la stupidité des femmes, etc. Donc il le présentait, je dirais, négativement, mais il validait. Et puis même la théorie de la ménagère de moins de 50 ans, qui est le cœur de cible de TF1 et des publicitaires, veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire c'est un mépris total, et on voit bien ce qu'il y a derrière, c'est la consommation bête, la vision du monde réduite à une cuisine, c'est tout ça. Hein, voilà. Donc on est vraiment dans un combat à la fois très concret et très matériel, et en même temps totalement spirituel et religieux. Et c'est pour ça qu'il faut reconnecter la gauche du travail avec la droite des valeurs, et que le front de la foi me paraît beaucoup plus important qu'une lutte idiote contre la présence musulmane en France, qui est une conséquence de l'immigration incontrôlée, en se faisant le bras armé finalement des exterminateurs laïcards, sachant que si on veut combattre à la limite la présence des musulmans en France, sans s'attaquer de façon malsaine à des gens qu'on a fait venir pour des raisons de dumping social, il faut reprendre le contrôle de nos frontières, c'est fondamental, ça fait partie des pouvoirs régaliens d'un État qui existe, la monnaie et les frontières, hein. C'est pour ça que nous n'existons plus comme nation. Donc reprendre le contrôle des frontières, refaire du catholicisme la religion d'État, je suis tout à fait pour, il faut qu'il y ait une religion d'État en France, surtout que le catholicisme est la religion française par excellence. C'est une religion de synthèse historique qui n'est pas particulièrement sémitique, qui n'est pas particulièrement romaine, mais qui est un agrégat de plusieurs strates, et qui fait qu'en fait, je crois qu'il n'y a rien de plus français que le catholicisme apostolique romain. Bonjour. Bonjour messieurs. Est-ce que vous pouvez vous présenter très rapidement, simplement, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas? Alors je m'appelle Alain Soral, je suis, on va dire, essayiste, puisque j'ai surtout écrit des livres. Les gens me connaissent aussi par ma présence dans les médias, ma présence un peu sulfureuse et scandaleuse dans les médias. Médias alternatifs aujourd'hui depuis que je suis banni des médias officiels, mais j'ai écrit depuis 1984 12 ou 13 bouquins, donc je suis un essayiste, on va dire, et ce qu'on appelait dans le temps un publiciste, non pas un publicitaire, mais quelqu'un qui intervient depuis très longtemps dans le débat public. Voilà. Par ailleurs, j'ai 56 ans, même si je ne les fais pas, je suis catholique de confession, j'ai été marié 18 ans à l'église, je porte encore mon alliance d'ailleurs, je suis divorcé depuis un certain temps, mais j'en parle peu. Et mon parcours politique, oui, qui peut paraître étrange à certains, mais je suis passé en fait d'une jeunesse, on va dire, gauchiste, puisque c'était le bain de la fin des années 70, par ensuite un militantisme au Parti communiste, donc sur une ligne Parti communiste français, toujours avec une dimension patriotique et populaire, et un bref passage au Front National, par fidélité justement à la France et à son peuple. Voilà. Et j'ai monté une association qui s'appelle Égalité et Réconciliation, dont l'intitulé est Gauche du travail, droite des valeurs, ou l'inverse, droite des valeurs, gauche du travail. On pourra expliquer un peu plus ce que ça veut dire. Et je me réclame de la culture helléno-chrétienne, voilà, par opposition à une escroquerie actuelle qu'on appelle judéo-christianisme, par exemple. Alors, helléno-chrétien, parce que les gens ne comprennent pas toujours, c'est-à-dire le logos grec, hein, la raison, aussi sans doute l'idée de la démocratie, mais au sens athénien du terme, et chrétien, c'est-à-dire le Christ,
hein, c'est-à-dire l'idée de charité, de compassion, qui à mon avis est quelque chose qui n'existe, qui n'est pas présent dans la pensée gréco-romaine et qui permet le réel universel, puisque sans compassion, on reste finalement dans quelque chose de l'ordre du tribal, ou même du communautaire, y compris d'ailleurs chez les Grecs, hein, chez les Athéniens. Et en tant que, on va dire, qu'helléno-chrétien, je suis aussi profondément français, parce que je pense que cette synthèse helléno-chrétienne est par essence la pensée, on va dire, humaniste chrétienne, hein, qui est effectivement à la fois la pensée du Christ et la pensée grecque. Je pense que la France est peut-être le pays qui, par son histoire, et ses grands penseurs, ses grandes figures, hein, de Montaigne, la Boétie, ça passe par Rousseau, et a le mieux synthétisé cette pensée qui est aussi, à mon avis, le fleuron du génie européen, et qui s'oppose sans doute à d'autres visions du monde, qui, si on simplifie, la vision allemande et la vision anglaise. Hein, c'est-à-dire, voilà. Je suis allé un peu vite, mais bon, ça permet de faire chauffer les cerveaux. Voilà. Bon, alors on est là aujourd'hui spécialement parce que vous avez annoncé le mois dernier, je crois, ou oui, il y a très peu de temps, oui. Très peu de temps, avec Dieudonné, que vous créiez un nouveau parti qui s'appelle Réconciliation nationale. Oui, oui. Alors les commentateurs politiques, comme on dit, se sont empressés de rappeler que votre dernier parcours politique s'était soldé par un échec, moins de 1% des voix, dixit Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui pour justifier un retour en politique? Déjà, moi et Dieudonné, on pratique la politique de façon un peu gramscienne déjà depuis plus de 10 ans. C'est-à-dire, moi je fais de la critique, de la formation, de la réinformation, de l'édition. Et aujourd'hui, on arrive un peu à la limite de ce qu'on pouvait faire en dehors du politique. Par ailleurs, moi je ne me suis jamais caché que j'essayais de peser sur la ligne du Front National de l'extérieur, puisqu'effectivement je suis très en phase avec le Front National sur sa critique économico-sociale. Mais ce qui me gênait chez le Front National, c'était un manque de doctrine sur la question de ce qu'on appelle le choc de civilisation, ou même sur la question de ce que j'appelle moi le front de la foi. Parce que ça, c'est une question très importante. Je pense que si on a une lecture plus subtile et plus élevée de la situation actuelle, le véritable ennemi de la foi, et je veux dire de la foi catholique, n'est pas, comme on pourrait le croire de façon immédiate, le musulman, mais plutôt le laïcisme. C'est-à-dire en fait la franc-maçonnerie, hein, qui a détruit le catholicisme d'abord de l'extérieur puis de l'intérieur depuis Vatican II, et qui aujourd'hui en fait essaye de détruire une religion monothéiste qui n'avait pas encore subi les foudres de la laïcité. Et finalement, à l'occasion de cette attaque, je pense que la réaction la plus intelligente des catholiques serait plutôt de se solidariser sur on va dire un tronc commun ou un front commun à minima avec les musulmans pour comment dirais-je, remettre en avant l'importance du sacré, de la verticalité, de la transcendance dans l'organisation sociale, plutôt que de se faire les alliés de la laïcité contre finalement l'islam. Voilà. Et j'appelle cette doctrine ou ce concept le front de la foi. Hein. Donc voilà, dans la droite des valeurs, il y a aussi le front de la foi. Je pense que c'est plus stratégique et peut-être même plus chrétien une fraternité avec les musulmans aujourd'hui dans un combat d'affirmation de la foi que de s'allier avec les laïcards pour attaquer les musulmans, souvent de façon assez malhonnête et assez facile, puisque les musulmans sont souvent les gens les plus bas dans l'échelle sociale en France, donc souvent les moins bien protégés, car je ne confonds pas du tout ce que j'appelle les musulmans du quotidien et les voyous, et la voyoucratie immigrée. Voilà. Et là-dessus, le Front National, on l'a vérifié aujourd'hui avec une sortie de Maître Collard à l'Assemblée, est totalement sur la ligne inverse, c'est-à-dire que certaines personnes au Front National pensent qu'ils accéderont au pouvoir, non pas par une critique radicale du système, mais en s'alliant finalement en douce au système, et en pratiquant la stratégie du bouc émissaire, c'est-à-dire comme ils seront impuissants sur le plan des réformes politiques profondes, c'est-à-dire défier la banque, défier cette vision mondialiste du monde qui est d'essence, on va dire, franc-maçonne, protestante et judaïque, je le dis, qui donneront le change, à mon avis, en persécutant de façon superficielle les musulmans de France par des interdictions de mosquées, des choses comme ça. Je sens ce mauvais vent venir, et je ne veux pas cautionner ça. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai décidé avec Dieudonné de créer Réconciliation nationale, pour dire que voilà, nous, sur la ligne économico-sociale, on est sur la même ligne que Marine Le Pen, mais on ne veut pas valider le conflit de civilisation qui amène à la guerre civile en France et au communautarisme exacerbé, et que finalement, en tant que chrétien, on cherche une solution par la paix et l'amour et la compréhension,
puisque Dieudonné, comme ça ne vous a pas échappé, est catholique, hein, c'est un chrétien, il le réaffirme souvent, il n'est pas du tout musulman, ni moi d'ailleurs. Hein. Un respect, une fraternité de combat, à un moment donné, n'est pas une fusion. Hein. Quand François Ier s'allie à Suleiman le Magnifique, c'est parce qu'il mène un combat pour la France, et qui est d'ailleurs une stratégie très intelligente. Et je rappelle d'ailleurs, parce que j'aime bien digresser, que l'ennemi historique de la France n'a jamais été l'islam, de toute son histoire. Ça a souvent été, et toujours a été la perfide Albion, c'est-à-dire une version puritaine du protestantisme et l'empire anglais, ce qui va ensemble, hein, le monde anglo-saxon est notre exterminateur en réalité. Et aujourd'hui, c'est l'impérialisme américain, et parfois, de temps en temps, effectivement, une certaine Allemagne. Voilà. Voilà, donc je rappelle les fondamentaux. Voilà. Donc, et le problème récent qu'on a rencontré avec le monde musulman en France, ce qu'on peut appeler la question identitaire, est une conséquence totale de l'immigration incontrôlée. Hein. Il ne faut pas mélanger les effets et les causes. On n'a pas de problème avec l'islam en tant que corpus de valeurs en réalité, on a un problème avec une immigration incontrôlée d'extra-européens, dans un contexte où les gens qui dirigent la France ont tout fait pour empêcher l'assimilation, parce que de toute façon ils sont en train de détruire la France, donc il faudrait bien qu'on puisse assimiler les gens à un corpus de valeurs et de fierté qui a été détruite. Donc moi je ne confonds pas les effets et les causes. Je dis que si on veut lutter contre les effets, il faut remonter aux causes. Et les causes, je pense qu'on est assez nombreux ici à les analyser et à les comprendre. D'accord. Votre parcours, enfin le parcours en général, n'est pas sans rappeler celui de Beppe Grillo en Italie, à qui on reproche d'ailleurs les mêmes choses que vous, l'antisémitisme, le populisme, le nationalisme. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ce que je peux dire, c'est que dès qu'on mène un combat efficace contre le système, ou qui tend à devenir efficace, comme à un moment donné Coluche avait commencé à comprendre la manipulation d'une certaine gauche avec les Restos du Cœur, avait commencé à se rapprocher de Gérard Nicou et s'était fâché avec les trotskistes qui le manipulaient, dont Romain Goupil, je dirais, tout de suite, il a eu de graves ennuis. Et d'ailleurs, il en est peut-être mort. Il en est peut-être mort. Et dès qu'on mène un combat efficace, effectivement, le mot populiste et antisémite arrive très vite. Hein, donc c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Pourquoi moi qui dis que je veux mener un combat pour la réconciliation nationale de toutes les communautés ou de tous les membres du peuple français sur l'idée de tous français, tous citoyens, avec cette idée citoyenne française qui est très fraternelle puisqu'elle n'est pas raciale ni communautaire, contrairement à la vision allemande ou anglaise. C'est vraiment la vision justement la plus chrétienne qui existe, hein, la vision de la citoyenneté française, qui d'ailleurs prolonge la vision de l'Ancien Régime du sujet de Sa Majesté, qui n'était absolument pas racial non plus, puisque le roi de France devait avant tout obéir aux valeurs du Christ, hein, et il n'y a pas de racisme dans la famille chrétienne. Je crois que le pape l'a très maladroitement rappelé récemment, en commettant une grosse faute politique à ce sujet. Donc effectivement, il est étrange que dès qu'on essaye d'œuvrer pour le bien en voyant effectivement les pièges qui nous sont tendus, ou les tensions, les contradictions dans lesquelles on est enfermé, on se fait traiter de populiste, ce qui n'est pas une injure normalement, ça veut dire qu'on se soucie du peuple, et d'antisémite. Effectivement, c'est comme ça qu'il faut poser la question. Pourquoi est-il antisémite de vouloir échapper à la guerre civile? Pourquoi est-il antisémite de vouloir éviter le diviser pour régner? C'est la question qu'il faut poser. Mais je rappelle que c'est pas pour rien que nous rééditons chez Contre-Culture les évangiles version crampon. Aujourd'hui, le Christ serait traité d'antisémite et se retrouverait au tribunal, envoyé au tribunal par la LICRA pour ce que les évangiles, les 4 évangiles nous racontent ou nous rappellent de son action et de ses messages. Ils sont très précis, très explicites et incontournables. Voilà. Donc ça ne me gêne pas de me retrouver assis au tribunal face à la LICRA et au CRIF, à côté du Christ. Qui dit parti dit programme. Allez-vous présenter un programme avec des propositions concrètes? Et quelles seront les mesures phares que vous pensez prendre? Alors notre démarche est plus modeste que ça. En fait, c'est que nous, moi et Dieudonné, attirons beaucoup de jeunes et de gens qui, même s'ils sont moins jeunes d'ailleurs, qui ne croient plus du tout en la politique politicienne telle qu'elle est, et ont même cessé de croire aujourd'hui, on va dire, au Front National, on va dire comme parti qui serait en dehors du système. Beaucoup de gens pensent, et je le pense malheureusement un peu aussi, et M. Maître Collard l'a confirmé aujourd'hui, que le Front National se rapproche du pouvoir, mais en même temps est en voie d'intégration au système. C'est-à-dire que plus
il se rapproche du pouvoir, plus finalement il abdique les moyens de changer quelque chose à la donne. Et donc, avec Dieudonné, on répond déjà à une demande, en réalité, c'est-à-dire qu'on ne crée pas un parti pour le plaisir, on y va presque à contre-cœur, parce que c'est, comme vous avez pu remarquer récemment, c'est tout de suite de gros ennuis. Hein. Oui. Le lendemain même du jour où j'avais annoncé la création du parti, je me prenais une déferlante de boue sur le visage, et puis très au-dessous de la ceinture. Hein. Oui. On n'était pas dans le débat d'idées. Hein. Donc on répond à une demande de gens souvent jeunes, ou qui ne se reconnaissent plus dans le système et qui veulent s'engager en politique. Et nous, ce qu'on veut, nous et Dieudonné, c'est aider des gens à monter des listes au niveau local, notamment les prochaines départementales, pour être représentés par eux-mêmes et non plus faire confiance ou passer des alliances avec le Parti Socialiste, comme beaucoup de gens d'origine immigrée qui ont très longtemps laissé gérer leur image et leur avenir et leurs conditions par le Parti Socialiste et qui ont toujours été trahis. Ils le savent aujourd'hui clairement. Et moi, je ne peux plus, compte tenu de l'évolution du Front National actuel, appeler à voter Front National sans penser que je pourrais envoyer des gens au casse-pipe pour les trahir. Donc en fait, c'est plutôt comme ça qu'il va y avoir la création du parti. On ne va pas faire un programme. Le programme, on va dire en gros, c'est le programme économique du Front National, voire même de Asselineau. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, sur la question sociétale, c'est le refus du choc de civilisation et c'est le refus de désigner les musulmans, quels que soient les reproches qu'on peut faire aux musulmans en France, hein, on peut en faire beaucoup, c'est de les désigner comme responsables de la crise. Ils sont tous sauf le responsable de la crise. La crise nous vient du système bancaire, du processus bancaire international et mondial, c'est-à-dire de Wall Street. La crise nous vient effectivement de la laïcisation progressive et de l'idéologie des Lumières qui va jusqu'au bout, et c'est-à-dire une espèce d'atomisation mécaniste de l'homme et de la négation de plus en plus absolue et totale de ce qu'on appelle la loi naturelle, hein, à laquelle je suis revenu progressivement en partant du marxisme, hein, par la notion d'échelle humaine, vous voyez, par la notion de mise sous la critique historique de ce qu'était l'idée d'historicité absolue, qui était très en vogue pour des raisons justifiées au XIXe siècle. Vous voyez, l'épopée socialiste nous a permis, et la catastrophe, enfin relative, enfin en tout cas l'échec en tout cas, qui est survenu objectivement, a fait réfléchir les gens intelligents, les gens sérieux, qui venaient du marxisme comme moi, sur le concept finalement peut-être faux d'historicité absolue. Hein, l'homme n'est pas un pur produit de l'histoire, il y a quand même quelque chose de l'ordre de, j'appellerais pas ça la nature humaine, mais en tout cas de l'échelle humaine et de ce que vous appelez vous, je crois, la loi naturelle. Et c'est fondamental de le réaliser maintenant par rapport aux avancées du mariage pour tous, à la théorie du genre. Vous savez que je me suis pas mal battu, avec d'autres d'ailleurs, même si ça se passe pas toujours très bien, mais ça c'est un autre sujet. Il y a les querelles d'ego et puis il y a les idées. Hein. Voilà. Moi je mets toujours les idées au-dessus des personnes et des égos. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'existe depuis un moment et que je tiens la route. Vous voyez, c'est que je sais sacrifier parfois l'ego à la cause. Et je pense que malheureusement, c'est fondamental, mais il y a des gens qui ont du mal. Et je pense que c'est aussi une conséquence du monde dans lequel on est aujourd'hui. Ce monde individualiste ultra-narcissique, effectivement, ce piège du monde des médias, du monde télévisuel, vous voyez, où les gens veulent très vite exister, d'abord en portant une cause, puis très vite leur ego prend le pas sur la cause. Et je lutte moi-même contre cette tentation. Est-ce qu'il existe vraiment une possibilité dans l'état actuel de la France, est-ce qu'il existe une possibilité de faire quelque chose en politique? On va essayer avec Dieudonné pour le vérifier, parce que moi je suis, comment dirais-je, quelqu'un de théorique et pratique, vous voyez, et je fais toujours découler la théorie de la pratique. J'étais communiste en fait, quelque part par mentalité chrétienne laïcisée, vous voyez. Je pense qu'il y a un lien profond entre la mentalité chrétienne et le communisme, bien compris. C'est le nous avant le je, c'est l'idée du partage, l'idée du... Voilà, c'est tout sauf une idéologie de mépris de l'autre et d'écrasement de l'autre. Hein. C'est le contraire de l'idéologie libérale d'essence anglo-saxonne, qui est violente, individualiste, méprisante pour les petits, etc. Donc... moi j'ai eu cette sensibilité et je suis allé au Parti communiste, donc j'ai vu de l'intérieur ce que c'était, puis évidemment on voit les limites effectivement d'une organisation, on peut en faire une critique sérieuse plutôt que des gens qui restent toujours en dehors des appareils, peut-être même comme on peut rester en dehors de l'église pour ne pas en voir les faiblesses par exemple, et puis après je suis allé au Front National pour les mêmes raisons, pour voir comment c'était de manger, pour qu'ils ne puissent pas se révolter contre les mensonges et là où les amène la domination. Donc je pense qu'aujourd'hui l'école n'est pas une école de l'apprentissage, c'est une école de l'empêchement de l'apprentissage traditionnel, effectivement dans une logique de soumission.
Et cette bascule s'est faite à partir de mai 68, c'est une évidence. Hein. Je pense que moi j'ai connu la petite école de l'époque gaulienne, parce que je suis né en 58. Donc j'ai eu droit à l'école d'avant mai 68, on avait tous des blouses, tout le matériel nous était donné par la nation française, on était tous égaux devant l'école républicaine, il y avait un peu de châtiment corporel hein, à l'époque, et les plumes sergent-major, et un vrai apprentissage. Hein, voilà, lire, écrire et compter. Hein, voilà. Et ça marchait bien, hein, il suffit de regarder les copies des enfants, ou même des ouvriers encore des années 50. Voilà, et l'effondrement de l'orthographe, etc. Et je pense que tout ça est une volonté en haut lieu de destruction, effectivement, de l'intelligence collective et populaire, dans un but de soumission, et relayée par l'immense bêtise du corps enseignant dans sa majorité, qui est entièrement sous domination trotskiste, hein, il faut le savoir, hein, gauchiste. Il n'y a pas plus bête qu'un enseignant de base, hein, c'est une certitude, et que les enfants, et y compris les enfants de banlieue d'immigration, n'aient pas envie d'obéir à ces maîtres-là, est plutôt la preuve de leur instinct, de leur bon instinct, et que quelque part, il vaut mieux effectivement qu'ils refusent cet enseignement plutôt qu'ils s'y soumettent. Je pense que finalement c'est un moindre mal. Et moi qui suis éducateur, je suis instructeur de boxe, et éducateur même par tout ce que je fais, hein, j'ai aucun problème moi pour être écouté, et silencieusement et respectueusement, en tant que maître, je dirais, par tous ces gens-là. Quand le maître est respectable, il y a une intuition, on le respecte. S'il y a si peu de respect des maîtres aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas respectables. Alors soit ils ne le sont pas malgré eux à cause du programme qu'on leur inflige, soit ils ne le sont pas parce qu'ils sont les complices par l'immense stupidité de toute cette idéologie droit de l'homiste choatique qu'ils essayent d'enseigner par la force à des jeunes gens qui finalement, c'est aussi la loi naturelle, ont un instinct. Voilà. Et je pense que finalement les professeurs qui se prennent dans la gueule des sauvageons de banlieue, finalement ne font que récolter ce qu'ils ont semé. C'est eux qui leur ont inculqué une incompréhension totale de la pensée rousseauiste. Je rappelle, pour les gens qui ne connaissent pas Rousseau, qu'il n'y a pas le bon sauvage de Rousseau n'existe pas. Il suffit de relire le contrat social. C'est une mauvaise lecture de Rousseau. Donc pour s'en échapper de cette éducation nationale, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous... J'ai des amis actuellement qui sont en train de monter une école non conventionnée, c'est ça? Oui. Effectivement, pour échapper à ça. Donc on a nous, dans notre mouvance Égalité et Réconciliation, on a beaucoup de gens qui font des choses, qui créent de la permaculture, donc qui retournent à la terre. Et ça aussi, c'est la loi naturelle, hein, qui redeviennent agriculteurs. Et on a aussi des gens, par exemple, qui montent effectivement des écoles en dehors de l'éducation nationale. Il y a encore des possibilités. Ça se resserre de plus en plus, et puis nous on fait, par notre site internet et notre maison d'édition, on fait de la réinformation et de la rééducation saine. Hein. Oui. On ne fait que, je fais ce travail hein, par mes vidéos du mois, même si le style peut choquer certaines personnes, le style est aussi à un sens pédagogique. Oui. Pour que je puisse faire passer des idées, je dirais, anciennes, oui. Il faut le faire aussi par la forme accessible aux contemporains, sinon... pour faire découvrir même, je dirais, la pensée maurassienne à quelqu'un qui vient issu de l'immigration de banlieue, il y a des médiations, comme dirait l'autre. On ne peut pas le faire de but en blanc. Et je le fais, et très bien. Hein. C'est parce que je rencontre en fait un réel succès dans mon entreprise que je suis à ce point-là persécuté par l'ennemi. C'est-à-dire que si à un moment donné, un Premier ministre comme Manuel Valls me déclare la guerre publiquement, et si même c'est en me déclarant la guerre, à moi il y a Dieudonné qu'il obtient son poste de Premier ministre, d'une certaine manière, c'est que je fais un travail efficace pour ceux qui, en ce moment, me cracheraient à la figure ou penseraient que je n'ai pas atteint mes objectifs. Tous mes ennuis me viennent du fait que j'atteins en fait mes objectifs. Quel sera le premier scrutin auquel le parti Réconciliation Nationale va participer? Nous les aimerions. Déjà, là, c'est les renseignements généraux qui ont annoncé par la voix des Louis Plenel, qui travaillent avec eux depuis la Mitterrandie, que nous allions créer ce parti. Nous étions en train de discuter des statuts entre 4 personnes par échange de mails. Donc ça veut dire que voilà, ces journalistes-là ne se cachent même pas de travailler avec et pour la police d'État, ce qui est assez drôle, pour des gens qui sont issus du mouvement révolutionnaire, je le rappelle, les trotskistes de combat. C'est marrant de voir la collusion entre trotskisme et appareil d'État policier. Ça aussi, c'est un sujet que je maîtrise bien, et ceux qui veulent comprendre, donc aller sur Égalité et Réconciliation, il y a tout ce qu'il faut pour comprendre. Donc le premier combat qu'on voudrait mener avec Dieudonné, comme je l'ai dit, à nous, on ne se présentera jamais nous-mêmes. On veut aider des gens à monter des listes pour essayer de peser localement. Je pense qu'il faut passer du local au national, et pas comme le Front National aujourd'hui, qui ne joue finalement que sur le national via les médias,
pour peser, parce qu'en fait c'est très fragile, il suffit qu'on vous coupe les médias. Alors on a bien compris que pour avoir les médias, il faut se dédiaboliser. Pour se dédiaboliser, il faut renoncer à une pensée critique authentique. Nous, en fait, on veut faire l'inverse. On veut renouer avec ce qui était l'idée du Front National du début, d'une certaine manière, de ce point de vue-là, c'est-à-dire un ancrage local, et une formation. Une formation, ce qui est plus dur, effectivement, mais à mon avis plus solide. Parce que là, nous, on le voit bien avec Dieudonné, on nous a coupé les médias dominants, on a monté du média alternatif par Internet, ce qui est un gros travail, et c'est pour ça qu'on a survécu et qu'on prospère. Voilà. Donc c'est dans la même logique. Donc c'est aider des gens à monter des listes aux élections locales, sur la ligne, effectivement, tous français, tous patriotes, réconciliation nationale, non au choc de civilisation, voilà, il y a des tas de slogans. On sera plutôt sur le sociétal, hein, d'ailleurs, je le dis, hein, puisque nous, notre grande inquiétude, c'est l'effondrement de la France. C'est une évidence totale, à cause de l'économique et du sociétal, et la guerre civile, vous voyez, le tous contre tous, qui était la vision d'ailleurs de Karl Marx aussi, qui disait, au bout de la logique libérale, il y a la guerre civile généralisée. C'est-à-dire la guerre de tous contre tous, qui est aussi quelque part, même en tant que marxiste, valider quelque chose qui s'approche de la loi naturelle, vous voyez, c'est-à-dire la nécessité du nous, de la question de l'autre, vous voyez. Il ne faut pas oublier qu'il y a une convergence totale entre la pensée marxiste bien comprise et la pensée chrétienne, ce qui n'est pas pour rien d'ailleurs que ça ait pu marcher un peu en Russie. On voit très bien que Tolstoï et les penseurs de la Russie de la fin du 19e siècle, qui étaient des gens très très religieux, se sont posé la question effectivement de la nécessité révolutionnaire pour effectivement sortir d'un monde de mensonges, même s'ils ont été piégés, comme a été piégé Robespierre, qui était un incorruptible de la Révolution et qui a été manipulé puis exterminé pour finalement mettre à la place du pouvoir du roi le pouvoir de la banque et des réseaux maçonniques. Vous voyez, il faut avoir cette analyse fine de la pensée qui n'est pas forcément la vôtre. Hein, je veux dire, moi je m'intéresse à la pensée de gauche, à la pensée de droite. Vous voyez, j'essaie d'avoir cette culture, ne pas d'être que d'un côté, ne rien comprendre de l'autre. Il faut avoir cette culture complète. Donc nous, voilà, on voudrait simplement, par exemple, aux élections du printemps qui seront les départementales, je crois que c'est la première fois qu'il y aura des départementales, aider à ce qu'il y ait des listes, et peut-être faire quelques scores emblématiques et symboliques dans des endroits qui peuvent être des endroits de banlieue, des endroits de la campagne. Ça ne sera évidemment pas le 3e arrondissement de Paris, hein, vous l'aurez compris. Et tout ça sans mener une guerre contre le Front National ou d'autres qui essaient d'exister que comme ça aujourd'hui, mais simplement pour que les gens que des gens qui ne se reconnaissent plus nulle part puissent réinvestir le politique. Dans mon avis, ce qui est le plus important, c'est le local. D'abord, du local au national et pas à l'inverse. Et puissent voter pour eux-mêmes. C'est ça, l'idée, voter pour eux-mêmes, sur une ligne qui est les valeurs que je défends depuis des années. C'est facile de le vérifier. Hein. J'ai fait un gros travail depuis longtemps. Mes livres, le site internet, les conférences, et aussi avec Dieudonné, ce qui n'est pas rien. C'est-à-dire qu'il y a une dimension. Notre fraternité à Dieudonné et moi prouve que la nationalité française n'est pas raciale, qu'il faut garder une dimension d'humour et de générosité, que le chaos n'est pas inéluctable, que les tensions raciales ne sont pas inéluctables et qu'elles sont voulues, voilà, et que la France telle qu'elle est, que ce soit d'ailleurs la France chrétienne ou la France républicaine, si on croit aux valeurs écrites,